Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Ingrid et Marina. Bonjour. Bonjour. Ça va être un peu une suite de cette dernière intervention qu'on avait faite à l'automne dernier, justement sur tout l'aspect de votre corpus de recherche que vous faites qui est fort intéressant. Je pense qu'on va pousser un peu plus loin. Cette fois-ci, l'idée de thème, c'est le poids des mots, le choc de la gestion des incertitudes qui va nous amener une réflexion et justement des idées qui vont aller vers ce sens-là. Fait qu'Ingrid, je te laisse présenter la thématique et on va descendre avec ça. Comme tu le sais, le but de notre équipe de recherche, c'est d'identifier des vulnérabilités pour proposer des solutions. Et quand on fait l'inventaire des vulnérabilités, on s'est retrouvé plusieurs fois à échanger sur la problématique du vocabulaire. Et comment on passe de l'amour fou parce qu'on a l'impression qu'on parle tous de la même chose et qu'on s'est compris. Et qu'au final, quand on rentre en conduite de projet et qu'on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte que c'est le désamour parce que finalement, on met pas la même chose derrière les mots et qu'on ne se comprend pas. Et au final, c'est le joyeux bordel et ça crée des grosses tensions. Et en fait, on est parti de ce constat qui est récurrent parce que ce soit pour la conception de solutions ou dans les analyses de risques ou autres, en fonction des interlocuteurs, c'est pas le même sujet. Et je vous passe les marketeux avec leurs paillettes qui nous font avaler des couleuvres. Mais là, ça vient encore plus se durcir parce que le problème, c'est qu'ils participent à une culture de la population et ils mettent des choses derrière les mots. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus définir les choses. Et donc, comment on arrive encore à se comprendre et à faire un travail commun avec un résultat qui est celui qui est attendu, sans créer de désillusion? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'incertitude égale risque et que quand je fais de l'analyse de risque, ces incertitudes, c'est pas bon. Donc, en fait, comment mieux travailler sur une meilleure communication? Ça, c'est des choses qui, pour nous, a été un vrai sujet avec Marina. Donc, Marina, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour. Donc, par rapport à cette problématique qu'on peut retrouver sur différents terrains et lors de divers échanges, effectivement, cette nécessité de mettre, finalement, de percevoir et de se représenter un mot de la même manière, notamment par exemple sur une équipe projet, ce qui doit passer selon nous aussi par finalement la définition d'un langage commun pour qu'on puisse parler d'entrée de jeu le même langage, utiliser les mêmes termes, en pensant la même chose, en y mettant le même sens, pour pouvoir ensuite finalement co-construire, co-fabriquer aussi une culture, une identité. Et par rapport à la cyber, c'est de co-construire, de co-fabriquer aussi une culture de sécurité finalement, que tout le monde puisse s'approprier pour pouvoir ensuite conduire un projet. Et donc comprendre par là les enjeux, les objectifs, etc., etc. Oui, puis là, j'en profiter parce que probablement beaucoup de gens en cyber, ça va les achaler. Le terme hacker, par exemple, qui a été longtemps pris dans un contexte positif. Dans la culture cyber, c'est un terme qui était positif, qui a été repris par les médias et qui a donné une connotation négative. Et dorénavant, puis j'en connais beaucoup qui ont, pendant des années, se sont battus pour ramener le volet positif du mot contre les médias, ces affaires-là. Puis il y en a encore qui se battent sur ce genre de choses-là. À ce sens-là, on aurait dû abandonner et commencer à bouger puis à s'adapter à cette terminologie qui est malheureusement dans les médias de masse est négative face à ce mot-là. Donc, l'évolution du mot, le refus de certains groupes de fois d'évoluer ou de vouloir comprendre l'évolution de ces termes-là. Puis en cyber, on en a une barge de mots qui ont été évolués puis qui sont très difficiles à saisir en tout cas le grand public, les décideurs et les gens du domaine partagent comme concepts qui sont sous-jacents à ces mots-là. Puis c'est une très grande source d'incompréhension, là. Mais on en avait déjà un peu parlé sur comment on cultivait notre méconnaissance pour pouvoir nous faire passer soit de la tarification abusive ou soit de l'expert pas si expert, mais qui impressionne parce qu'il va utiliser les mots. Et donc, moi, je pars toujours du principe que quand on maîtrise un sujet, on peut en parler simplement. Maintenant, si tu commences à m'utiliser plein de mots complexes et où j'ai l'impression que je ne te comprends pas, moi, l'interlocuteur qui me fait croire que je suis conne parce que je comprends rien de ce qu'il dit, en général, je zappe assez vite le discours parce que je préfère échanger avec les gens qui me font grandir.
Voilà. Pour moi, la communication, c'est un échange réciproque, c'est pas de l'écoute d'un discours. Donc, dès lors qu'on me dit communiquer, c'est échanger avec. Et donc, ça veut dire partage. Et c'est là que, pour moi, l'ancienne RH, quand on est dans l'évaluation des compétences, on dit qu'au-delà de la maîtrise du sujet, c'est la capacité à transmettre qui fait qu'on est un véritable expert. C'est le jour où on sait transmettre à quelqu'un qui est un non-sachant, qui maîtrise pas le sujet et qui va pouvoir après avoir les bases. Et en fait, on se rend compte dans le secteur de la cybersécurité qu'il y a des gens qui entretiennent la méconnaissance, qui entretiennent à fais-moi confiance. Et moi, en fait, on l'a déjà dit, confiance. Ah non, mais c'est pas, ça c'est un Disney, hein, c'est Robin des Bois, et c'est d'écouter, ou non, c'est le livre de la jungle. Livre de la jungle. Comme quoi la culture partagée, le livre de la jungle. On peut utiliser ce petit serpent là dans le livre de la jungle. Non, je ne suis pas un béni oui. Je suis contre l'usine à moutons. Explique-moi, fais de la pédagogie. Mais il faut encore que ce monsieur maîtrise le sujet. Non, parce que c'est encore des hommes qui nous font ces discours-là, parce que c'est encore très, très genré, le monde de la cybersécurité. Mais donc, en fait, gros discours avec plein de gros mots, c'est comme les voitures, grosse voiture et voilà. Donc, passons au vrai sujet qui est la pédagogie et l'éducation. On n'arrête pas d'en parler en cybersécurité, c'est au-delà de la sensibilisation, c'est l'éducation. Et justement, pour rebondir par rapport à l'éducation qui va ensuite permettre aussi la fabrication, finalement, la construction d'une culture commune, c'est aussi à terme de pouvoir favoriser l'implication aussi des personnes pour favoriser l'apprentissage et la conscientisation aussi. De conscientiser justement... le poids des mots. Il faut conscientiser son vocabulaire et les effets de son vocabulaire. Oui, pour éviter aussi d'avoir des barrières et pour éviter aussi que des personnes n'osent pas s'exprimer justement quand elles ne comprennent pas un mot parce que ça favorise pas justement, ça favorise pas les interactions, ça favorise pas finalement la réflexion, la prise de conscience et le travail en équipe et finalement le fait de converger vers un seul et unique objectif, en l'occurrence, notamment quand on parle de sécurité. On entretient les freins. Et ça devient des usines à erreurs. Parce que dès lors que la personne se sent bête, parce que c'est ça, c'est quand déjà rien que le vocabulaire jusqu'à présent dans le monde de la cyber. L'humain, vous êtes le maillon faible. Allez, t'es médiocre, t'es mauvais, tu risques pas de progresser. Nous, il faut pas oublier que notre équipe de chercheurs, c'est faire de l'humain le maillon fort. C'est capitaliser sur ce qu'il connaît déjà. C'est faire appel au connu, au vécu, pour réveiller, pour montrer, t'as des notions. On n'est pas un culte total du sujet cyber, où c'est qu'on vit dans une grotte, parce que c'est pas possible autrement. Aujourd'hui, il y a des petites bases. Et après, c'est comment on capitalise la stratégie des petits pas. On le dit souvent en cybersécurité, 80% des actions sont gratuites au départ. Il y a quand même toute une mise en ligne de communication, d'action de sensibilisation. Maintenant, le travail, c'est, j'ai entendu. Maintenant, comment je me l'approprie? Et c'est le passage à l'acte. C'est ça qui pose souci. Et c'est ce qu'on travaille. Oui, puis je vais rebondir là-dessus. C'est justement dans mon effort de communication, c'est que j'utilise beaucoup d'analogies. Là, Ingrid n'arrête pas de faire des folies, puis même en virtuel, c'est très difficile de garder son sérieux. C'est d'utiliser des analogies justement qui sont associées aux gens avec qui on communique, qui leur permettent de comprendre le concept justement. Puis d'ailleurs, quand je fais quand je communique mes choses, si je me retrouve avec des gens que je vois qui dans leurs yeux ont rien saisi de ce que je dis, je suis très préoccupé parce que mon message n'a pas atteint ses objectifs. Puis je suis loin d'être un très bon communicateur, là, cela étant dit. J'ai beaucoup encore à avancer là-dedans, mais au moins j'essaie d'être à l'écoute de la personne avec qui je communique, justement pour qu'elle soit capable de comprendre, parce que l'objectif, si je ne réussis pas à communiquer, le but c'est pas de briller puis de justement d'avoir l'air brillant
justement pour que les gens cautionnent les yeux fermés ce que je dis, mais vraiment qu'il y ait une intériorisation du message. Puis j'aime bien l'expression, disons, j'ai des chevreuils qui regardent les phares d'un automobile. Quand j'ai des chevreuils devant moi, là, j'ai un problème parce que mon objectif n'est pas atteint. Et justement, il faut désamorcer ça. Puis justement, puis les gens vont avoir de la misère à poser des questions aussi parce que c'est aussi d'exposer leur méconnaissance. Et dans certains contextes, exposer sa méconnaissance peut être gênant ou même embarrassant pour certaines personnes. Fait qu'il faut amener les gens à comprendre, à les désamorcer ces éléments-là parce que sinon, on les laisse prisonniers de leur monde parce qu'ils sont dans certains contextes, on va parler de gestionnaires, par exemple, n'oseront pas poser des questions d'un coup qu'on l'air bête devant leurs employés. Si on l'air bête à ce moment-là, ça va disqualifier ou réduire leur capacité d'influence. Donc, pour eux, vont garder de leur côté. Puis, culturellement, ça, c'est intéressant aussi parce qu'en France et au Québec, on n'a pas tout à fait la même approche aussi. Ce regard-là est très intéressant parce que dans certains égards, le paraître est un peu plus fort en France qu'il peut l'être au Québec, par exemple. Donc, on est un peu moins gêné d'avoir l'air bête, mais ça dépend des contextes. Là aussi, comme tu le dis, il faut prendre en compte le contexte et il y a accompagner la personne pour libérer la parole. Parce que Dieu sait que sur la cyber et sur le vocabulaire, donc on passe les médias et la communication et la stratégie de communication assez agressive des experts cyber qui vendent de la prestation. Moi aussi, où je suis assez surprise, c'est que on a beaucoup d'actions pour la prévention et non, il n'y a pas d'action en prévention, il y a surtout de la gestion de crise. Moi, à chaque fois que j'ai fait de la sécurité en entreprise, par exemple la sécurité incendie, on n'a jamais commencé avec tu prends l'extincteur et tu éteins le feu que je viens d'allumer devant toi. Non, on m'a pas mis en situation de stress pour apprendre les bases de la prévention incendie. Ça, c'était à la fin de l'atelier. Mais il y avait toute une montée de connaissances, en fait. Je pars du bas et je monte en puissance pour l'exercice final, manipuler l'extincteur. Les habilitations électriques, la sécurité électrique, jamais on m'a passé au taser ou mis les doigts dans la prise pour comprendre. Non, il y a des étapes. Et en cyber, c'est gestion de crise. Donc, je stresse mon équipe, mais en même temps, j'espère que sous stress, ils vont pouvoir retenir les principes que je vais leur inculquer. Alors déjà, là, ça merde, mais par rapport plutôt à l'ingénierie pédagogique. Échec total. C'est pas en créant du stress, c'est pas en expliquant aux gens qui sont des minables que je vais faire en sorte qu'ils vont retenir et qu'ils vont avoir surtout envie de m'écouter. D'autant plus, par rapport à ce que tu dis sur la gestion de crise, encore faut-il comprendre ce qu'est une crise en cyber également. Parce que il y a effectivement le fait de dire il faut savoir gérer en période face à une crise. Ok, mais qu'est-ce qu'est une crise? Comment perçoit-on la crise? Comment se représente-t-on aussi cette crise? Et je pense que effectivement, donc il faut revoir en amont le cheminement et ça passe donc par ce fameux apprentissage et langage. Le gars qui va t'expliquer que c'est le sketch que lui a tapé sa femme ce matin quand elle a dû qu'elle avait pas de sèche-cheveux et qu'elle venait de se prendre la pluie. Ça, c'était une gestion de crise. Vous avez la mère qui va vous dire c'est mon adolescent que j'ai pas voulu faire sortir ou à qui j'ai supprimé le smartphone. C'était une gestion de crise. Oui. Vous avez le RH qui va vous expliquer que c'est la négociation sur les retraites avec Sudrail ou avec la CGT. C'est une gestion de crise. Vous avez un gouvernement qui vous dit on est en pleine réforme des retraites, mais en même temps on fait ça, et puis en même temps on a la crise énergétique. Ça, c'est de la gestion de crise. Non, c'est quoi la crise, Marina? Vous avez vu le cadeau empoisonné? Question très pertinente, Ingrid. Qu'est-ce que la crise? Bon, on est d'accord, ça dépend du métier et ça dépend aussi de l'acteur. C'est quoi la crise? C'est quoi la crise, en tout cas, comme on peut l'apercevoir au sein des organisations, c'est forcément quelque chose qui a une connotation négative, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui est négatif, justement, en fonction aussi de chacune des organisations. Parce que chaque organisation va fonctionner en fonction de sa culture, de son identité, etc., etc. Donc, qu'est-ce que la crise?
En Ouais, tout cas, bah, moi, tout ce que je sais, c'est que gérer une crise sans avoir déjà commencé, parce que moi, on me dit, ouais, alors, qu'est-ce que tu peux proposer, Ingrid, en gestion de crise? Non, parce que des fois, c'est des questions qu'on me pose. mmh, Ah, bah, est-ce que tu peux me faire quelque chose sur la gestion de crise? Je fais, tu penses pas qu'on devrait commencer par comment prévenir? Parce que oui. la crise, c'est l'échec de la prévention, hein. Donc, moi, je préfère travailler sur la prévention et Mmh. après sur l'appropriation et après sur le partage. Et la crise, bah, si je sais gérer ces étapes-là, prévention, appropriation, partage, il y a des Mmh. chances déjà que je résiste mieux et que donc ma résilience face à la crise soit meilleure. Et donc finalement, les effets de la crise soient moins néfastes que si j'avais pas du tout été préparée. Mmh. Donc, bah moi, la gestion de crise, déjà à la base, c'est la gestion d'un échec. Après, si c'est une crise alors que j'ai fait de la prévention, que j'ai fait de l'appropriation et que j'ai fait du partage dans mon réseau de partenaires, bah, là, je me dis, l'effet va être moins fort. Et donc, ma crise est une opportunité à l'amélioration continue. Parce que Mmh. comme les dégâts ont été moindres que ce qu'ils auraient dû être que si j'avais rien fait au départ, parce que d'ailleurs, on le voit bien sur les dernières cyberattaques d'hôpitaux en France, en tout cas, il y a des hôpitaux où il n'y a pas eu l'effet néfaste de la cyberattaque. Il y a eu cyberattaque, mais il n'y a pas eu arrêt des activités parce que comme ils avaient bien préparé, qu'ils avaient mis plein d'actions de prévention, et ben les effets négatifs de l'attaque ont été amoindris. Et donc finalement, ils ont une capacité à la résilience beaucoup plus forte. Et donc finalement, il n'y a pas eu d'arrêt. Et ils ont dit ouf. Donc ils n'ont pas regretté leur investissement. Et en même temps, bah derrière, ça a été, on a pu repartir. Et j'avoue que je pense que sur le moral des troupes, ça a dû jouer parce qu'il y a dû avoir aussi une satisfaction des équipes parce que Mmh. c'était une réussite globale de Mmh. l'hôpital. Parce que là, tous les métiers étaient concernés et finalement, ils ont su réagir. Savoir réagir, déjà, bah, ça limite les effets d'une crise. Donc la crise peut être une opportunité d'amélioration Mmh. continue dès lors qu'on a fait de la prévention. Mmh mh, mmh mh. Et de faciliter aussi une espèce de conscience partagée aussi. Oui. Mais le volet prévention aide à mettre un vocabulaire commun aussi pour l'organisation et incidemment se protéger contre l'incident qui va se passer ou la crise qui va avoir lieu parce que si on l'a préparé, si on a préparé, on a un vocabulaire, une compréhension commune et on a avancé. Quand on va arriver en crise, c'est Mmh. beaucoup plus facile de maîtriser ces éléments-là parce que sont déjà connus. Les gens connaissent l'élément perturbateur qui mène à la crise d'ailleurs, qui va être capable d'identifier l'élément perturbateur. Donc, d'arriver plus comme en médecine, d'arriver d'un diagnostic beaucoup plus tôt. Donc incidemment, de réduire la portée et l'incidence d'une crise et les dommages qui sont faits dans ce moment-là. De mon expérience de gestion de crise, plus on le prend tôt, moins les dommages sont grands. Donc, il y a quand même un bénéfice pour l'organisation de ce côté-là. Puis, je Mmh. reviens aussi, je vais rebondir sur le fait que moi, j'utilise le vocabulaire de la sûreté pour expliquer les notions de cyber, parce que la sûreté est un domaine assez mature en général. On va parler, disons, de bâtiments, l'incendie, tous ces éléments-là dans le milieu physique est très mature. Un des exemples que j'aime bien, parce que ça revient surtout ces temps-ci, de parler de se promener avec une arme chargée. Dit en sûreté, tu ne promènes jamais qu'une arme chargée. Parce que, ou tu ne cours pas avec une arme chargée, sauf dans certaines circonstances, mais quand on parle de la chasse, par exemple, tu fais jamais ça parce qu'une arme chargée peut se déclencher à tout moment. Si tu pars à courir avec, ben, elle peut se déclencher n'importe comment. Fait qu'on ne manipule pas bien une arme à feu dans un contexte sûreté. Il y a un danger réel associé avec ça, avec, dans ce cas-ci, des pertes de vie potentielles. Quand on est en cyber, il faut ramener ce même notion-là, que disons, dans ce cas-ci, c'était dans un contexte de privilège élevé. Donc, un administrateur de système ne doit pas utiliser son compte qui est une arme chargée à tout ce qu'il fait, mais juste dans la mission de ce qu'il a exécuté. Donc, le fait, on commence pas à courir avec son arme à feu. Tu pourrais tirer quelqu'un au hasard, donc de briser toute l'organisation et de tout En endommager. France, on vient de passer une loi sur ce sujet. Tu dois passer un test d'alcoolémie avant de partir à la chasse. Donc en fait, tu vas pas chasser bourré. C'est un truc de dingue. C'est de la sûreté en fait aussi, mais en France, c'est pas l'arme chargée, c'est tu chasses pas bourré. Ce qui est troublant, c'est qu'ils doivent faire une loi pour l'indiquer, parce que pour moi, dans mon sens commun, ça me semble de fait que si j'ai une arme chargée, je suis en alcoolémie trop élevée, je suis un danger pour les autres et probablement pour moi-même au passage. Donc, bon, bref, ça semblerait qu'il faut quand même monter le niveau de l'eau pour s'assurer que tout le monde ait une compréhension commune par l'application d'un règlement ou d'une loi.
Non, ce qui est quand même assez impressionnant, mais c'est là encore où des fois le législateur il est déconnecté des cas d'usage parce que c'est pas pour. Il peut y arriver que. Mais moi j'ai toujours entendu parler de l'alcool après chasse. Mais bon, après c'est après la partie de chasse quoi. C'est voilà, les quotas, mais bon, enfin, ouais, c'est la sûreté, tout à fait. Mais d'ailleurs, quand on voit la sûreté est beaucoup basée sur la fiabilité humaine et l'acceptation qu'il puisse avoir des erreurs et comment, en fait, on libère la parole, comment on tolère, il y a une tolérance à l'erreur quand on aborde la sûreté, mais en cybersécurité, la tolérance à l'erreur, enfin, je vois jamais quelqu'un qui me dit ah je vais te vendre un truc mais il y a potentiellement une faille alors qu'on sait que le risque zéro n'existe pas mais l'IA elle est fiable à 99,99%, elle est hyper fiable. Ouais, enfin oublie pas que l'humain qui l'a conçu il est humain donc il est faible, il est vulnérable, il est mauvais. Enfin, je pense c'est un humain. Il y a aussi enfin j'y crois pas hein, mais c'est les discours des marketeurs. Ils vont me détester ceux-là. Mais attention, quand on parle du vocabulaire, il y a le vocabulaire qu'utilise chaque métier et il n'y a pas les mêmes sens derrière chaque mot. Enfin, c'est le même mot, mais il n'y a pas le même sens. Ne serait-ce que l'expression de besoin, c'est exactement le même problème. C'est que l'expression de besoin, quand c'est l'utilisateur qui en parle, il va en parler par rapport à lui, mais il ne sait pas parler à un informaticien s'il vient pas du monde de l'informatique. Donc, le développeur qui lui fait pas partie du métier, mais qui doit comprendre le besoin de l'usager, en fait, mais qui connaît pas l'usage. Moi, le truc, mais que j'adore faire, parce que j'aime bien enquiquiner mon monde, je suis un peu moqueuse. Et donc, pouvez-vous m'expliquer l'usage que vous êtes en train de numériser? Quand j'ai un développeur qui me fait, je fais, qu'est-ce que vous pouvez numériser si vous n'avez pas compris? Tu me fais quoi là? Et en fait, on me parle de numérisation de la société, mais j'ai des quiches qui la traitent. Donc, j'ai un petit problème, c'est-à-dire qu'à la base, comment raisonne cette personne? Comment elle réfléchit? Comment elle a creusé le besoin utilisateur? Comment elle a regardé? Enfin, juste comment tu as qualifié? Comment tu as pu faire des spécifications? Comment tu as pu faire Comment tu peux me concevoir quelque chose de conforme et qui correspondra au résultat attendu? Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, dans l'expression de besoin, je dis toujours, exprimez-vous en effet à obtenir. Comme ça, au moins sur le résultat attendu avec des indicateurs de performance et tout ça, concrètement, que je puisse évaluer si c'est bien ou pas bien. Et puis, après, les autres, les professionnels du numérique qu'on paye très cher, c'est leur métier, c'est les experts. À eux de poser les questions, à eux d'investiguer. Il n'y a pas de honte à poser plein de questions, surtout quand c'est pas notre métier initial. Et c'est là où à toujours expliquer qu'on est mauvais, qu'on est nul et qu'on comprend rien, comme tu le disais, les gens n'osent plus poser les questions. Il n'y a pas de honte à poser des questions et il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est juste des fois besoin de reformuler. Moi, je vois des étudiants quand ils me disent désolé, j'ai une question, est-ce que je peux? Bien sûr que tu peux. Et puis en fait, des fois, quand ils reformulent, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas compris mon message. Et je dis mince, je me suis mal exprimée. Parce que moi, il y a des évidences pour moi et que j'oublie que parfois, c'est pas évident pour les autres parce qu'ils sont pas de mon monde. En même temps, tout le monde n'est pas juriste. Et c'est vrai qu'on a un monde un peu spécial, hein, mais bon, après, c'est un mode de raisonnement. Le juriste, c'est un mode de pensée. Nous, en plus, le juriste, on a l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Donc, on commence quoi? Il y a le mot et il y a l'esprit du mot. Ah putain, mais tu me fais quoi? Je te fais du juridique. Et puis, c'est comment je vais t'embobiner. Mais n'oubliez pas que les lois sont faites par des politiques. Hein, donc, voilà. D'où le fait qu'il faut lire les journaux, les débats des fois pour comprendre l'esprit de la loi, parce que des fois, il faut comprendre comment le législateur était, dans quel état d'esprit le législateur était quand il a mis la loi en place. Donc, des fois, ça rajoute un certain plaisir. Il revenait d'une partie de chasse, il était bourré. Parce que des fois, il y a des lois sans esprit. Hein. Ce n'est pas exclu. Ou que la soirée était peut-être un peu trop longue et un peu trop arrosée aussi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, de ce problème d'acculturation,
auquel je sais que c'est un sujet qui Marina, en fait, ça lui tient à cœur parce que c'est la base aussi, parce que la culture est aussi un moyen de valoriser. Quand la culture, elle est partagée, ça devient une valeur de l'organisation. Et prendre conscience de à qui je parle, quels sont les métiers autour de moi quand je dois entamer un projet ou une discussion. Et ben déjà, c'est le début. Bah, comme tu disais, Nicolas, sur le côté je partage, je communique, je partage avec, mais avec qui je parle? Parce que pour partager et donc bah, au début, il y a toute une phase d'initialisation de projet où on doit se découvrir, on doit comprendre, on doit se trouver un vocabulaire commun parce que j'ai un principe en management, c'était consigne floue, connerie précise. Depuis que je suis dans le monde de cyber, je dis flou égale incertitude égale risque. Donc en analyse de risque, je dis arrête de me créer des incertitudes parce que derrière, je vais avoir des problèmes parce que l'incertitude est une vulnérabilité qui peut être exploitée. Donc, on évite dans la mesure du possible. D'où toutes les actions de prévention, c'est de se poser ces questions. Et c'est vrai qu'en initialisation de projet, moi, tout ce que je sais, culture allemande, parce que les Allemands sont pas comme les Français. Le Français, et des fois, il veut partir trop vite au résultat. Ouais, vas-y, je fonce. Ouais, bip, bip, réfléchis un peu plus parce que là, tu fonces, mais dans le mur. Dommage, tu l'as pas évité. L'Allemand prend plus de temps sur toute la phase d'initialisation de projet. Alors, ouais, mais c'est long, oui, mais c'est... Ouais, mais n'empêche que lui, il commercialise à 80% pendant que toi, tu commercialises 30%. Voilà. C'est vite vu. Donc, à un moment donné, si je veux faire mouche, si je veux arriver au résultat, eh ben, on prend le temps de se connaître. Enfin, c'est une opération de séduction. Enfin, on couche pas le premier soir. Enfin, quand même, quoi. On n'est pas des sauvages. Je les ai perdus. Comment rester sérieux? Et l'importance aussi je rebondis, mais pas par rapport à la dernière chose que tu as dite, Ingrid, l'importance aussi dans le fait d'apprendre à se connaître, c'est aussi l'écoute, savoir parler, écouter et débattre aussi en amont. En amont de chaque projet et lors de la première phase, c'est vraiment de la connaissance de soi, la connaissance des autres, être à l'écoute, savoir identifier les besoins, savoir aussi comment se comportent les gens, la connaissance aussi en matière de comportement aussi, je pense qu'elle est très importante au sein des équipes pour pouvoir ensuite favoriser effectivement donc cette fameuse culture commune qui doit permettre ensuite de passer, de pouvoir évaluer aussi voilà, les enjeux, comment fonctionne l'organisation, quels sont les types de ressources, les types de moyens dont je dispose aussi pour parvenir aussi à cet objectif. Mais en amont, il y a vraiment ce travail aussi d'écoute, de débat et de connaissance de soi et des autres à effectuer. Et je sais qu'on a voulu faire un schéma parce que des fois, les images parlent beaucoup, parlent plus, parce que il y a beaucoup d'esprits qui ancrent plus les images que les longs discours. Et avec Marina, en fait, quand on se posait la question de la cybersécurité et des modes de communication, parce que c'est aussi avec le métier, il y a nos pratiques en entreprise, mais il y a aussi le fait de côtoyer les chercheurs et donc de côtoyer des experts. C'était très drôle. Et on s'est dit, ah là là, tu te rends compte, il y a la communication du premier cercle en cybersécurité, quand je suis avec les RSSI et les experts, où ils lancent une phrase, mais comme ils se sont compris, et que d'un seul coup, il y a un voilà, ils se sont compris. Et donc, en fait, ils terminent pas la phrase, mais il y a, du fait de cette culture commune et partagée, il y a plein de choses qui ne sont plus dites. Mais l'action, il y a le résultat parce qu'ils se sont compris, ils ont une culture commune et partagée. Désolée pour l'imitation, je suis pas imitatrice. Je trouve qu'elle est quand même bien réussie l'imitation, mais puis ça amène aussi tout le volet. Puis on en parlait en pre-show, on a parlé énormément de choses en pre-show. Dans l'absolu, on devrait enregistrer nos pre-shows parce qu'il y a tellement de contenu, mais peut-être plus difficile à mettre en ordre. Mais justement, le fait que le français, en général, puis la France, de façon peut-être plus spécifique, est une langue et une culture de sous-entendus énormes. Si on va comparer là, tu as parlé des Allemands et des anglophones, sont des cultures où il y a peu de sous-entendus dans ce qui est là. Fait que donc, ça a des
des incidences très différentes, ouais, très carrées, des modifications très différentes au fait que comment la communication s'exécute. Puis en cyber, c'est important parce qu'on est dans un univers qui est généralement anglophone, parce que le pays influent à l'heure actuelle, c'est les États-Unis qui pousse son influence sur le monde. Donc, l'effet anglophone. Donc, dans un contexte francophone, on n'aborde pas les choses, l'élément de culture. Ce mélange-là ne se réussit pas nécessairement bien. Et on parle en termes de vocabulaire, c'est un très bel exemple. Oui, et puis après, justement, une fois que tu sors de l'entre-soi, parce que comme tu le dis, il y a aussi la culture, mais en fonction de la nationalité, parce que ça relève aussi de l'éducation, et là, c'est plutôt le mode de pensée. C'est-à-dire, il y a le mot, mais comment je raisonne et comment après l'assemblage des mots, ce que ça provoque chez moi, et dans ma compréhension, et dans ma perception, et dans mes représentations. C'est pas du tout la même chose en fonction parce qu'on n'a pas déjà à la base la même éducation et les mêmes usages en fonction des pays, parce que c'est pas le même environnement. Mais en fait, quand tu pars des experts, tu as le deuxième cercle, c'est-à-dire l'équipe projet. Et là, l'équipe projet, waouh, j'ai les utilisateurs finaux non experts de la tech. Mais eux, comme on leur a toujours expliqué qu'ils étaient mauvais et qu'ils comprenaient rien à rien, eux, ils sont sur la réserve. Donc, ils ont déjà du mal à lâcher l'information parce qu'ils sont pas en confiance puisqu'on leur arrête pas de leur dire tu vas rien comprendre, c'est de la tech. Aïe. J'ai le chef de projet. Alors lui, il est expert en rien et il doit faire en sorte que tout le monde se comprenne. Alors lui, il est en situation de stress. Donc, il n'a pas ses capteurs les plus ouverts. Les petits chakras, ils sont pas tous là parce que, d'autant plus s'il y a du dialogue de sourds et qu'il se rend compte qu'il doit conduire une équipe qui se comprend pas forcément et que dès qu'on rentre dans le vif du sujet, il sent que, le projet va pas aussi vite qu'il devrait, mais lui, il a des objectifs à respecter. Hop, encore un petit problème organisationnel. Mais là, le fait que l'équipe n'arrive pas à trouver les éléments de langage communs rapidement, le chef de projet, ça le met en panique. L'incertitude s'amplifie. Après, j'en rajoute une couche, parce que derrière le chef de projet et son équipe projet, parce que le chef de projet, il rendait compte à qui? Il rendait compte aux dirigeants et à ceux qui payent. Mais ceux qui payent, ils sont pas forcément dans l'équipe projet. Il rendait compte à son employeur, qui est peut-être le prestataire de celui qui paye, et que là, il y a un jeu politique qui vient s'ancrer par-dessus. Donc ça, c'est la couche que j'appellerais sécurité globale. C'est le troisième cercle. C'est les acteurs. En fait, j'ai mes acteurs du projet, les parties prenantes au projet, et j'ai l'environnement de mes parties prenantes au projet. Et là, dès que je commence à rentrer sur de la sécurité globale, et bien là, après, j'ai des enjeux. En fonction du système, avec quel fournisseur puis-je travailler? Ah oui, mais je peux pas. Mais attendez, moi j'ai des engagements sociétaux. Donc dans ce que tu vas devoir me développer, il faut des critères environnementaux. Mais en même temps, comme j'ai pris une politique d'insertion sociale, tu peux me faire aussi un peu d'insertion sociale dans ton équipe de conception là, et puis et ainsi de suite et tout. Et là, ça devient, en fait, les mots pouvaient être le même au départ, mais avec tout ce qu'il y a derrière, en fonction de qui me parle ou qui est la personne qui reçoit l'information et qui doit prendre une décision, si les paramètres sont pas pris en compte, ça devient le joyeux bordel. Et si vous voulez que je vous rajoute du bordel, vous transposez là, parce que là, je vous parle de la cybersécurité, c'est gentil. Attendez qu'on aborde ça et qu'on le transpose dans le monde de l'intelligence artificielle. Parce que vous avez ça, plus la cyber, parce que l'intelligence artificielle, elle doit être elle-même sécurisée. Donc, vous rajoutez la cyber et l'IA avec les problèmes de paramétrage et l'impact de l'environnement et de différents critères et à enjeu. Et donc, des IA à aide à la décision. Ces fameuses IA aide à la décision. En plus, j'en rajoute. Je vais rajouter un peu de plaisir. Il faut rajouter le volet juridique aussi aux IA. Il n'y a pas juste le volet cyber. Fait que c'est encore beaucoup plus de plaisir et de diversité. Non, mais là, Cécilie, non, mais arrête. La flatterie n'est pas bonne. Mais bien sûr, mais c'est là, ça c'est alors là, les experts des IA sont encore en stratégie de l'autruche. Ah bon, il y a des enjeux juridiques sur les IA? Non, parce que c'est encore un truc que j'ai entendu il y a pas très longtemps. J'ai été sortie d'un colloque parce que ma thématique était les enjeux juridiques sur les IA d'aide à la décision. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, on a estimé que t'étais pas opportune. Ok.
Oh, c'est quand même brutal. Puis je vais quand même profiter parce qu'au moment de l'enregistrement, au Québec, l'application de l'équivalent de la RGPD européenne, il y a eu une première décision de la Commission d'accès, qui est l'équivalent d'un peu de la CNIL, si tu veux, en France, sur l'usage de l'intelligence artificielle, qui va créer une douche froide assez importante sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la manipulation des données personnelles. Et tout ça va générer beaucoup de questionnement juridique et il y aurait des incidences très importantes, genre de voir s'il va y avoir des effets jusqu'en Europe, justement, dans l'évaluation de comment tout ça va améliorer dans la jurisprudence mondiale, là, comment c'est fait. Et nous, on a un projet de loi fédéral qui est en cours d'étude, justement, qui a un volet très spécifique sur l'intelligence artificielle. Avant qu'elle voit, ça va avoir des impacts parce qu'il y a des effets non attendus et non maîtrisés. Je dirais non maîtrisés par presque pas maîtrisé par personne, ces éléments-là. Et je me demande si les fameux experts en intelligence artificielle à quel point ils maîtrisent réellement l'outil qu'ils manipulent et ils sont capables de le faire atterrir d'un point de vue juridique et comment les cadres juridiques sont en train de s'élaborer et d'évoluer avec cet élément-là. Et le vocabulaire associé à ces éléments-là est quand même très important et où lui également peut maîtriser et tellement diversifié. Bah, parce qu'on en revient encore au même problème que, enfin, c'est toujours une question aussi de prévention. Moi, j'aime bien en intelligence artificielle, les équipes qui travaillent en intégrant les sciences humaines et sociales dans la conception de l'IA. Parce que, par nature, les métiers des sciences humaines et sociales ont pas une vision technocentrée. Ils ont une vision liée à l'humain. Et à partir du moment où l'IA va être utilisée pour de l'analyse de l'humain ou pour de nouveaux usages par rapport à l'humain, bah moi je veux bien, mais à un moment donné, je suis désolée, hein, mais les sciences de l'ingénieur, si vous êtes souvent en cliché et représentés comme étant des asociaux geeks, nerds, à vivre dans vos grottes, gamers et compagnie, c'est bien que déjà vos relations avec le social, c'est pas, voilà, les interactions humaines, c'est pas votre fort. Donc, il y a des métiers dont c'est le métier et ils vont pouvoir vous aider à anticiper. Pourquoi? Parce que ce que vous pouvez pas anticiper parce que vous le soupçonnez pas et vous l'imaginez pas, mais que de la même manière, l'expert des sciences humaines et sociales ne soupçonne pas et n'imagine pas ce qu'il y a dans le développement. C'est bien pour ça qu'on vous dit pas les choses dans vos expressions de besoin. C'est qu'on ne sait pas ce que vous avez besoin pour coder, on ne sait pas ce que vous avez besoin pour créer une architecture, on ne sait pas ce dont on a besoin pour créer une base de données, voilà. Et puis alors, il y a aussi un héritage, le côté culturel, tout un héritage on ne sait jamais, un jour ça pourrait servir et de non-minimisation des collectes de données où on a collecté au cas où un jour ça serve et avec des effets de surprise. Waouh, j'ai trouvé ça. Enfin, moi aussi, quand j'essaye ça en cuisine, je peux vous assurer qu'en général, c'est rare que ça fasse waouh, c'est magique. En général, ça fait un peu bloubli-bloubla, un truc un peu, non. Écoute, il y a des recettes, respecte la recette. Ton imagination, des fois, et ton sens de l'artistique, c'est du flou artistique, mais en tout cas, c'est du flou culinaire et c'est un peu dégueulasse. Donc, à un moment donné, chacun a sa place, quoi. Absolument. Ça s'appelle la jurisprudente. Oui, dans cet aspect-là, mais puis pour rebondir sur l'aspect d'intelligence artificielle, un peu ce que tu mentionnais, puis à la limite, le cyber aussi, c'est valide parce que la non-maîtrise par le grand public de ces éléments-là se ramène beaucoup au mysticisme, au magique, ou tout le volet religieux qui est associé, où on explique des choses, des concepts très, très grandioses, naturels, qui ne sont pas maîtrisés avec des termes plus religieux ou magique ou mysticisme ou peu importe comment on l'aborde. Et à l'heure actuelle, ce que je vois au niveau de l'intelligence artificielle puis la cyber aussi, étant donné que les gens ne comprennent pas, on aborde très dans le mystique, dans le fait c'est magique, ça se fait tout seul. Et au niveau de l'intelligence artificielle, je trouve ça très dangereux qu'on l'aborde de cette façon-là parce qu'il n'y a rien de magique dans l'intelligence artificielle. Et si les gens savaient ce que ça prend pour entraîner une intelligence artificielle et d'arriver au résultat qui est au bout du compte, je pense que l'aspect magique disparaîtrait assez vite. Ils verraient que c'est juste une grosse machine de calcul versus une espèce d'intelligence, justement, que le terme est, en parlant de mots puis de mauvaise compréhension, le mot intelligence artificielle comme
comme smartphone ou téléphone intelligent sont des contextes qui viennent déformer ce que l'appareil fait, donne une valeur plus grande dans l'esprit des gens que ce que c'est un smartphone. C'est juste un ordinateur dans ta poche. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Il n'y a pas de ça. Fait que c'est toute la capacité ou l'usage des mots à mauvais escient. Là. Il est assez imbécile, le téléphone, d'ailleurs. Cela dit, tout le monde n'a pas conscience qu'un téléphone portable est un ordinateur justement dans la poche. Ça aussi. C'est de véhiculer ces concepts-là qui est très difficile. On parle du choc des mots, l'incompréhension, tout ça. Juste le fait qu'on utilise des mauvais termes de façon publique fait que les gens ne comprennent pas. Et si on leur explique en plus, puis ça, le problème qui est associé avec ça, c'est qu'une fois qu'une croyance est établie chez une personne, donc le téléphone est intelligent, c'est très difficile de renverser une croyance et de la changer. Et on l'a vu d'ailleurs avec tout l'effet du confinement COVID et ainsi de suite, tous les éléments complotistes ont un bel exemple que des gens qui commencent à avoir des croyances. Et quand ces croyances-là sont ancrées, c'est impossible de les changer. Et ces gens-là sont convaincus de choses que même si on leur fait une démonstration scientifique ou peu importe, il n'y a aucun effet. Puis même une démonstration scientifique ne fait que renforcer la croyance chez la personne au lieu de la désamorcer. Fait qu'on a un problème de communication. Puis ça, pour moi, c'est un laboratoire fantastique avec des effets négatifs, malheureusement, mais au moins d'un point de vue d'études sociales, de voir comment la sensibilisation ne fonctionne pas. D'arriver avec nos sarraux blancs et dire nos grands mots et nos éléments comme ça. C'est un très bel exemple dans le contexte de la COVID, par exemple. Oui, et puis un des mots aussi qui est utilisé et que moi je suis souvent obligée de rappeler le sens des mots, je sais que je commence toujours par les définitions. Parce que comme ça, j'ai quand je vais vous parler, voilà ce qui sera dit, ce que ça voudrait dire. Et je sais qu'il y a Marina l'autre jour, on discutait et comme je parlais du consentement, et elle me dit, le consentement ne se décrète pas, il se recueille. Et parce qu'en fait, j'avais expliqué, je lui racontais une anecdote où en formation, je suis obligée de dire ce qu'est le consentement et que oui, chef n'est pas un consentement, c'est l'exécution d'une consigne. Et que, en fait, ça change la donne parce que là, je suis dans un cas d'irrécevabilité juridique. Et donc, je ne peux pas exploiter les données. Donc, j'aurais dit, faites très attention dans la manière dont vous allez amener le projet. C'est un projet qui nécessite un consentement et c'est une démarche volontaire. Le fait que tout le monde soit devant vous et vous leur dites, tu vas faire ça et qu'ils vous disent, oui, chef, comme en cuisine, non, ça, c'est pas un consentement, c'est l'exécution d'un ordre, d'une mission. Et quand je suis en exécution, c'est pas délibéré, c'est pas non équivoque, je suis pas libre, hein, je dois faire. Et c'est là où, pareil, des maladresses qui viennent que tout se casse la figure et qu'après, derrière, quand vous avez le DPO qui arrive et qui dit, tu as les recueils des consentements et qui regarde le bazar et qui dit non mais en fait ça marche pas et donc désolé vous pouvez pas exploiter les données parce que ça n'a pas été recueilli correctement. Et tout le monde dit ah ouais mais quelle saleté, non t'as merdé, t'as pas sécurisé ton projet. Là le chef de projet il se fait taper sur les doigts, mais c'est légitime et c'est normal. Les mots ont un sens et les mots nécessitent des actions et c'est quand le juriste dit quelque chose et quand dans une AIPD, donc toutes ces études d'impact sur la vie privée que nous oblige à faire le RGPD, je vois les questions qui sont posées. Quand je compare avec l'analyse de risque IBIOS RM, il y a des points communs, mais il y a souvent, en fait, il y a une partie de l'analyse demandée par le RGPD qui travaille beaucoup sur les mesures liées à l'organisation et comment on accompagne l'individu sur l'usage de la solution, de la technologie. Et j'ai mes petits champions TECOS qui eux me disent oh de toute façon dès qu'on parle de l'utilisateur c'est le maillon faible, alors nous en fait on va on va et puis tu m'as rajouté une contrainte, merci. J'adore les surcouches de contraintes qui coûtent cher en plus parce que à entretenir et à maintenir cette technologie contraignante, j'adore. Mais comme tu viens de me créer une contrainte, mon utilisateur il m'a créé une stratégie de contournement. Donc je te remercie de m'avoir créé de nouvelles vulnérabilités qui sont pas du tout sûreté. Et donc, à un moment donné, tu sais, tu as l'usage opérationnel qui nécessite des fois
d'alléger la mesure technique de sécurité, mais que tu vas renforcer par des mesures organisationnelles de sécurité. Et donc, oui, tu vas devoir accepter, désolé, pour toi, une vulnérabilité technique qui va pas te faire plaisir. Mais l'analyse de risque que demande le RGPD fait que comme tu as mis en place d'autres mesures et tu as mis en place des mesures parallèles qui vont venir atténuer les conséquences de cette souplesse, parce que comme tu as mis une souplesse, l'utilisateur, il va plus contourner. L'utilisateur, il va utiliser l'usage que tu as prévu et qui est la bonne pratique, et ainsi de suite. La sécurité, sens juridique, et la sécurité, sens SSI, vous allez vous retrouver, en fait, mais sous le terme de fiabilisation. Et c'est comment sécurité et sûreté se rencontrent. Et cette question de l'équilibre qui fait toujours débat dans le monde de la SSI, sécurité, sûreté, des fois, la sûreté nécessite de lâcher prise sur la sécurité. Mais c'est un jeu d'équilibre pour la fiabilité. Et en fait, ce qui compte, c'est bien le résultat. C'est que les mesures soient les plus sécurisées, qu'elles soient sûreté ou sécurité, mais c'est qu'au final, on n'ait pas des comportements déviants, qu'on respecte les bonnes pratiques et que l'usage qui a été pensé soit celui qui soit effectif sur le plan opérationnel. Et tout ça, en fait, c'est des consensus, c'est de la négociation, c'est comment j'ai mon équipe globale et comment on fédère une équipe sur un projet. Il y a un côté leadership dans la cybersécurité qui est souvent sous-évalué. C'est pas celui qui a la plus grosse qui gagne en cybersécurité. Parce que le hacker, c'est le plus malin qui gagne. Et je suis désolée, mais c'est pas forcément le plus costaud. C'est le membership, je dirais même. C'est le collectif. Voilà, le membership. Tu vois. Voilà. Ouais, puis tout ça est pas simple parce que, puis en C'est plus, puis juste, vous devez le voir souvent dans vos choses, c'est que les gens vont répéter une activité qui est déjà faite, donc ils vont juste circuler sur le chemin commun que les gens ont déjà fait. Le voisin le fait, je vais le faire aussi. C'est plus simple parce que j'ai pas à me casser la tête, parce que j'ai pas à travailler, des choses comme ça. Quand dans la réalité, l'atteinte de l'objectif de sécurité est généralement pas qu'une seule facette, qu'il faut justement sortir des sentiers battus et peut-être avoir des branches dans le visage. Puis là, je fais un peu ou aller comme Marina a fait, je crois que c'est l'été dernier, l'an passé, justement, qui est allé faire vivre un vrai entraînement de terrain. C'est ça, la réalité qu'il faut le faire. Il faut vraiment aller sortir des sentiers battus et ça comporte beaucoup de surprises et beaucoup d'éléments, disons, surprenants. C'est sortir de sa zone de confort. Et parce que l'inconnu fait peur de toute façon dans tous les cas, donc c'est arriver aussi à sortir de sa zone de confort. Sauf sur Tinder. Mais non, mais moi oui. Mais il y a des gens, ça leur fait pas peur. C'est bien pour ça qu'il y a un choc aussi, comme tu fais des fois allusion au choc des générations. Oui, choc des générations, oui. Ouais, moi je suis vieille école. Moi, je suis une vieille jeune. Non, je suis une jeune vieille. Enfin, mais nous, on a connu les deux mondes, avec et sans technologie, avec et sans réseaux sociaux, avec et sans Internet. Ouais, nous, on connaît les gens, même sans filtre. Non, parce que ça aussi, c'est les gens, ils se reconnaissent pas. Ils se croisent, mais avec les filtres, ils se reconnaissent pas. Mais en même temps, il y a des gens, je pense qu'ils se verraient dans un miroir, ils se connaîtraient pas. Hein. Ils se voient qu'avec des filtres. Vis ma vie en filtre. Et là, c'est de l'intelligence artificielle, de toute façon. Ça se voit, hein. Il y en a plein les plages les Marseillais, là. On l'a perdu. Complètement. Oui, mais c'est artificiel, ouais, artificiel. Non, mais il y a des freins culturels, hein. Là, on peut rien faire. Ou des freins générationnels aussi. Ouais, plutôt générationnel. Ah non, mais j'aime bien, mais c'est comme quand Marina, elle me dit « Ouais, non, mais il y a des méchants, il y a des gentils, ouais, au pays de Candy. » Mais quand on dit ça en cours, les mecs, ils percutent pas. Hein. Il y a un choc. Les références à Candy et le dessin animé de notre enfance, à Marina et moi, nos étudiants. Et là, on a compris qu'on a dit ça hier, on a passé une génération.
On a commencé à un moment donné la sensibilisation où les gens, en fait, ils comprenaient nos références, mais maintenant on n'a plus les mêmes références. Je suis désolée, mais les Pokémon, je maîtrise pas. Moi, un peu. Ouais, je me suis forcé à aller voir un peu, mais j'ai très peu de références. Puis mes références sont très, très anciennes avec des méthanes, Petit Castor et ainsi de suite. Donc, moi, je suis vraiment loin dans les références de dessins animés de jazz. Puis même le fait, puis ça, c'est cocasse, le fait de payer des calinours et des bisounours, et ça, en termes de références culturelles, elle est intéressante parce que en France, c'est des bisous. Et ici, c'est des câlins. On n'est pas dans la même référence culturelle par rapport à comment le geste de l'ours, le Care Bear, dans le fond, quand on le prend en anglais, qui est l'ours qui se préoccupe, si on veut, ou qui s'occupe de l'autre. Les volets, la traduction donne aussi des effets très culturels, très différents et des références qui sont peuvent être très cocasses en termes de comparaison, là. Surtout que la France, si on pense qu'on échange des bisous, ça distribue plus des claques que des bisous. Hein. Soyons assez réalistes. Hein. Donc on n'est pas les plus chaleureux. En plus, on a un petit peu un ego un peu démesuré. Enfin, on n'a pas trop la cote à l'international. Hein. Il y a que Paris, les Françaises sont des séducteurs. Non, bref, c'est pas. Les Français, on n'a pas super réputation, désolé. On n'est pas bisounours. Hein. Et pourtant, c'est la traduction qui a été faite de ce dessin animé-là qui justement nous amène dans des contextes culturels, l'usage des mots, pis ces affaires-là, puis c'est d'ailleurs très important parce que même si on parle tous français dans l'ensemble de la francophonie, l'usage des mots est très différent d'un pays à l'autre et même en Europe, entre les différents pays francophones d'Europe, les choses peuvent être très différentes. Juste le plaisir de compter les chiffres en France, en Suisse et en Belgique, c'est un affaire très intéressante. Au Québec, on est comme les Français, mais en Belgique et en Suisse, c'est pas ça du tout. Comment on nomme certains chiffres, d'ailleurs. Mais regarde, on a rien que même en France, en fonction des régions, t'as le pain au chocolat ou la chocolatine. C'est-à-dire que même ce fameux débat qui soulève les passions. Très, très fort. Et pour moi, je suis complètement à ce débat. Ça me fascine à quel point, pourquoi ça vient chercher autant que ça. Mais bref, culturellement, ça l'a pas. Le poids des mots, le choc des incertitudes. T'as une baguette avec du chocolat ou tu vas avoir la viennoiserie avec la barre de chocolat. Non, mais l'incertitude qui te stresse au petit-déj, quoi. Non, mais sérieux. Si tu te rends même pas compte quand on doit organiser un atelier avec un petit déjeuner, avec une pause à l'atelier. Non, mais c'est chocolatine ou pain au chocolat? C'est quoi le problème? Je t'ai mis des pitchs. Voilà, ça te fera les pieds. Franchement. C'est peut-être pour ça que en France, il y a autant de mots anglais justement qui sont apparus dans le vocabulaire pour enlever ces incertitudes. J'allais le dire, oui. Ouais, mais ça veut pas dire que vous êtes plus fiable avec les mots anglais. Par contre, nous, ça nous crée d'autres incertitudes et un énorme flou par rapport à l'usage justement de certains termes anglophones. En tout cas, tu as dû comprendre que moi, derrière l'anglicisme marketing, il n'y a pas de paillettes dans ma vie. Hein. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que, puis, d'un point de vue canadien, de regarder l'usage ou l'injection des mots anglophones dans le vocabulaire cyber, parce que en général, en tout cas en général au Québec, on utilise le vrai terme anglais, donc la vraie signification anglophone qui est associée au terme. En France, ce n'est pas ça. Avec le même terme anglophone qui aurait dû amener une certaine forme d'uniformité, n'en amène pas parce qu'il collait des concepts qui ne sont pas les mêmes, puis des fois où l'invention de mots, de concepts qui sont un peu différents aussi peut amener une certaine confusion d'ailleurs, puis j'imagine que pour les gens qui sont hors du cyber, ces jeux de mots anglophones doivent juste perturber encore plus leur capacité de compréhension et de pouvoir s'approprier les concepts qui sont liés, là. En tout cas, moi, je sais que derrière le mot conforme, beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont rempli le document, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils me disent « mais tu l'as lu ?» Bah oui, j'ai lu, et qu'en fait, t'as rempli, mais t'as rempli de merde. Donc en fait, c'est pas bon. Voilà.
J'ai donc conforme. J'ai aussi des gens qui me disent conforme au RGPD, mais quand je fais ouais, c'est pour ça que tu me passes tout par Google et notamment ta politique sécurité, donc t'es vachement conforme RGPD, ça c'est sûr. Il y a qu'à regarder tes pratiques. Donc c'est en fait des fois on dit juste à lire ce que tu m'as écrit, je sais que ce que tu m'avances comme argument est faux. Et quand on leur explique le sens de qu'est-ce que veut dire être conforme au RGPD et qu'on leur démontre que dans ce que tu m'as envoyé, dans ta documentation de commercial très doué, comme tu sais pas de quoi tu parles, mais que tu parles, il y a un souci. Et en fait, quand on commence à amener les incohérences, le pire, c'est qu'en plus, on amène de la violence parce que la personne le reçoit pas forcément bien. Et donc, en fait, là aussi, c'est du ralentissement sur le projet. Alors que si on avait commencé par poser les définitions et de dire, dans le cadre du projet, voilà ce que je vais mettre derrière ce mot, ou quand je formule, et ne pas avoir peur de reformuler ou de demander qu'avez-vous compris de ce que j'ai dit, est-ce que vous pouvez reformuler ce que je viens de dire pour voir si on s'est compris. C'est l'amorce et on s'apprivoise tout simplement. Mais c'est ce qui va créer la confiance. Rien que cette phrase et cette question, qu'avez-vous compris, peut mettre mal à l'aise et peut mettre aussi en situation effectivement de stress la personne qui a peur de se tromper finalement. J'ai pas dit que je voulais travailler avec elle. Hein. Ça peut être aussi un moyen d'écarter quelqu'un qu'on veut pas. Hein. Ça peut être une stratégie. Puis justement, pendant que vous parlez, j'ai allumé sur un terme qu'on utilise, en tout cas du mot au Québec, qui est galvaudé, qui est un anglicisme. C'est quand on parle de politique, qui est une traduction directe de policy en anglais, qui ne veut strictement pas dire la même chose parce qu'une policy n'est pas une politique. Et ça vient briser la compréhension des gens. Puis même en cyber, on a de la misère à maîtriser ce genre de vocabulaire-là qui vient justement le fait d'injecter des mots anglais qui sont mal compris et justement biaiser l'ensemble. Et on rajoute une couche de confusion supplémentaire et justement fait que les gens se sentent encore plus nuls et se sentent encore moins à l'aise de soulever leurs questions, se sentent qui sont vraiment le maillon faible. Donc, c'est moi le problème. Quand c'est moi le problème, quand je vais faire, ils viennent justement amplifier des croyances qu'on essaie de désamorcer dans l'absolu. Oui. Security by design, c'est pas faire un schéma. Hein. Je comprends pas de ce que tu parles. Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de dire en France privacy by design et security by design. Bah oui, mais by design, pour beaucoup, le design, c'est faire un dessin. Donc, mais non, c'est la conception. Ouais, ben c'est ça. C'est un autre problème de vocabulaire qui est mal saisi en termes anglophones. On en anglais, nous, c'est pas de notre faute. On est des mais Français. c'est pas facile, ça, à un moment donné aussi. Non, mais ils veulent pas faire l'effort. C'est stratégie de l'autruche. Tant que je sais pas, je dois pas faire. Enfin, autruche ou feignant, je sais pas, mais tant que je sais pas, il se passe rien. Bah ouais, bien sûr. Ouais, l'autruche, t'as la tête dans le sable et le cul en l'air, mon gars. Hein? Je vous fais pas un dessin. Du by design. Du design. Ouais, l'injection de ces mots anglais. On va conclure sur ça. On a fait un grand tour. C'est en tout cas bien amusant encore une fois. Justement, ça, là, ça a été la folie. Justement, juste sur le fait de parler de vocabulaire, on a réussi à faire des folies. Très intéressant. Incertitude. Oui, ça crée beaucoup d'incertitudes et de malaise. Oui. Ça crée beaucoup pour moi des chevreuils. Mais ça, bref, mon régionalisme. Fait que sur ça, je vous remercie énormément. Ça a été encore un énorme plaisir de partager ces éléments-là. Et je vais donner une chose pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. On va faire un deuxième épisode qui va suivre sur ce sujet-là, justement, qui va aller pousser plus loin d'autres aspects qui sont spécifiques. Ça va être très intéressant. Très, très hâte. Et on va probablement commencer à enregistrer plus tôt pour parler plus longtemps parce que vraiment, on a passé tout notre temps en pre-show. On n'a pas eu de passer dans le temps d'enregistrement. Bref, je vous remercie. Merci. Merci.